Alors, c'est parti pour la conférence sur comment lancer un site de dropshipping multimarché SEO et SEA. Pour me présenter rapidement, moi je suis Ping, e-commerçant depuis 2019, spécialisé, comme il a été dit, en dropshipping SEO et Google Ads. Et j'ai à ce jour une vingtaine, trentaine de sites qui tournent et qui fait des ventes presque tous les jours. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur ces 20 à 30 sites, en réalité, il n'y a qu'une dizaine, quinzaine de niches de sites qui sont dans des thématiques différentes. Parce que une fois que je trouve une niche qui fonctionne, il m'arrive de dupliquer mon site pour m'autoconcurrencer et chercher à avoir toute la part du marché sur les résultats de recherche de Google, ou tout simplement, parfois, il y aura d'autres sites qui fonctionnent et que je vais dupliquer à l'international sur d'autres marchés. Et justement, c'est le sujet de cette conférence. Pour faire cette activité-là, mon équipe est composée de 3 personnes. Il y a 2 intégratrices produits qui s'occupent donc d'ajouter du contenu, les bons titres produits, les descriptions, etc. Et j'ai une personne qui va s'occuper de tout le service après-vente, c'est-à-dire les emails, mais aussi le passage des commandes auprès du fournisseur. Et aussi, elle s'occupe un peu de la comptabilité. En parallèle de cette activité d'e-commerçant, j'ai aussi commencé à monter une communauté, justement, e-commercecape, où j'essaie de mettre en avant mon personal brand et ma formation e-commercecape, et dans laquelle je partage justement un building public de zéro, où je monte tout le site en live et il atteint maintenant plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Tout ça en ciblant le marché aux USA, au UK, et cette boutique, je l'ai aussi traduite en Allemagne et ça fonctionne tout aussi bien. Donc, pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est que le dropshipping, ce business model pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cela. Après, on va voir pourquoi il est intéressant de se lancer à l'international. Je vais vous partager toutes les étapes clés pour réussir son site à l'étranger. Et pour chacune de ces étapes, en fait, je vais essayer de vous partager un peu toutes les méthodologies, les pratiques à mettre en place et les outils que j'utilise sur la création de cette stratégie. Alors, rapidement, du coup, le dropshipping, c'est un business model qui va nous permettre de faire de l'e-commerce sans gestion de stock, sans gestion logistique. En fait, nous, on va être l'éditeur de site, on va créer une boutique en ligne et essayer de ramener des visiteurs qui vont acheter chez nous. Une fois que le visiteur passe commande sur notre boutique, toutes ces informations ainsi que les produits qu'il a commandés sur notre site vont être automatiquement synchronisés auprès de notre fournisseur chez qui on va passer commande. Ainsi, il aura toutes les informations du client pour pouvoir lui envoyer le produit. Bien souvent, le fournisseur, ça va être un fournisseur basé en Chine. Pour le coup, moi, je me source essentiellement sur AliExpress. Et sinon, vous pouvez aussi passer par d'autres fournisseurs, que ce soit des artisans ou autres, si vous êtes prêt à essayer de démarcher et trouver un accord pour qu'ils s'occupent d'envoyer les produits à votre place. Une fois que le client reçoit le produit, il va donc soit être content et très bien, il garde ce produit, ou sinon il arrive parfois qu'il ne soit pas content et qu'il veuille faire des retours, des remboursements, etc., des échanges. Et là, à ce moment, il va nous contacter à nous et c'est nous qui devons un peu gérer cette situation. On fait la mise en relation, on essaie de gérer ça avec le fournisseur, on récupère les colis et on rembourse si nécessaire, etc. Pour attirer les visiteurs, on a différents moyens, différents canaux d'acquisition. Moi, ce que je privilégie, ça va être Google, avec du coup le référencement SEO en organique, mais aussi beaucoup de Google Ads. Parce que, comme vous pouvez le voir là à droite sur les résultats de recherche, pour certaines niches, même pour quasiment toute la SERP des mots-clés e-commerce, eh bien, on va avoir beaucoup d'images et donc se baser uniquement que sur le SEO, au bout d'un moment, ça risque d'être un peu problématique puisque les images prennent de plus en plus de place et il faut être un peu partout sur cette SERP-là. Du coup, on a du Google Shopping en haut, du Google Free Listing, du Google Images et enfin vient nos premiers résultats de recherche sur Google, par exemple, ici avec le premier lien. Au final, il faut quand même pas mal scroller pour avoir notre clic si on n'est que en SEO.
En parallèle de ça, si jamais le dropshipping, ça fonctionne aussi très bien avec tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit Meta Ads avec Facebook, Instagram, tout ça, Pinterest, TikTok, Snapchat, tout ça. Après, c'est pas forcément la même typologie de sites ou de produits qu'on vend. Souvent aussi, il va falloir constamment créer du contenu visuel pour faire ses publicités, que ce soit les images, les vidéos, et en général, ça s'essouffle assez rapidement. C'est pourquoi moi, je préfère privilégier de créer plusieurs boutiques en Google parce qu'une fois que c'est mis en place, c'est assez stable et pérenne sur le long terme et il n'y a pas trop besoin d'y revenir dessus une fois que c'est bien mis en place. Maintenant, pour se lancer, pourquoi se lancer à l'international? Même si vous êtes débutant, ça peut être intéressant d'aller directement à l'international, tout simplement parce que le dropshipping SEO, c'est vraiment très connu en France. Le marché est très éduqué à ce niveau-là et il y a déjà beaucoup d'acteurs qui créent des sites. Je pense que même si vous cherchez un produit sur Google de n'importe quelle thématique, eh bien, je suis quasi sûr que vous allez trouver un dropshipper que ce soit en Google Ads ou en SEO qui se positionne. Et parfois, ça devient donc un peu compliqué. Le truc, c'est que à l'étranger, vraiment, le dropshipping SEO, c'est pas encore aussi démocratisé. Peu de personnes en parlent. Et même en général, ceux qui se positionnent à l'étranger, bien souvent, ça va être des Français qui justement ont vu le potentiel en France. Ils ont vu que ça fonctionnait très bien et du coup, ils ont juste dupliqué les différentes niches à l'étranger pour essayer de se diversifier. Aussi, mais en plus, vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui marche déjà en France, trouver des thématiques, des niches qui fonctionnent très bien et donc vous en inspirer, chercher à faire mieux dans la langue, dans le marché en question que vous voulez cibler. En fait, vous pouvez même savoir quels sont ces best-sellers, quoi ajouter, trouver de nouvelles collections auxquelles vous n'aurez pas pensé à ajouter et qui s'intègrent très bien à votre thématique, etc. Et donc, c'est intéressant de se lancer comme ça. Même si vous avez aussi déjà une boutique qui fonctionne, qui tourne et que vous êtes par exemple que sur le marché français et donc que vous êtes déjà expérimenté, il faut savoir que se lancer à l'étranger, si vous êtes sur Shopify, moi c'est ce que j'utilise comme CMS à chaque fois, ça peut se faire très rapidement avec l'application Shopify Market. Ça s'intègre directement en quelques clics. Vous pouvez faire une traduction rapide. Bien sûr, il va falloir repasser dessus pour mettre les bons mots-clés. On va voir ça dans la suite de la conférence. Et voilà, parce qu'ensuite, au bout d'un moment, quand on a un site bien positionné sur un marché, et bien pour scaler, on n'a pas d'autre solution que soit ouvrir d'autres canaux d'acquisition, comme je vous ai dit avec Meta Ads, etc., ou soit dupliquer sur d'autres marchés, comme moi je préfère faire. Le seul inconvénient de se lancer à l'international pour moi, ça va être par exemple tout ce qui est gestion administrative comptable avec les taxes dans les pays, etc. Après, moi, je m'y retrouve assez facilement avec mon comptable qui s'occupe de tout ça. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là pour l'instant. Alors, c'est parti. Là, on va commencer à voir les différentes étapes clés pour se lancer à l'international. Forcément, au départ, il va falloir essayer de trouver une niche pour se lancer. Et bien souvent, moi j'aime bien ressortir ces bons critères de niche, avoir un volume de recherche assez élevé, en général supérieur à 30 000 de volume estimé sur les différents outils d'analyse de mots-clés comme SEMrush, donc sur tous les mots-clés transactionnels, bien sûr et si possible, avoir des produits disponibles sur les plateformes où vous allez vous sourcer et en bonne qualité, si possible. Ce n'est pas toujours évident, par exemple sur AliExpress. Mais aussi, ce que je recommande fortement, ça va être de chercher des produits qui ont une belle valeur perçue et qui peuvent se vendre assez cher et que vous pouvez toucher pour pas trop cher. Ou au moins, s'il n'y a pas forcément une belle valeur perçue, essayez de vendre des produits qui peuvent se vendre par lot. Ainsi, on va pouvoir chercher des meilleurs paniers moyens et donc avoir une bonne marge parce que sinon, ça va être dur de s'y retrouver en termes de bénéfices. En général, on peut essayer d'estimer le potentiel d'une niche aussi. Quand on voit, par exemple, un mot-clé, enfin une thématique, et qu'on analyse ce mot-clé ici, par exemple, comme boîte à bijoux, on voit qu'on peut espérer avoir les top positions. Et donc, on va essayer de faire notre estimation de combien on pourrait en tirer. Et par exemple, là, si je prends un volume moyen de 30 000 cumulés, comme je vous ai dit, parce que par exemple, là, on a boîte à bijoux, mais derrière, on a d'autres mots-clés comme
écrin à bijoux, coffret bijoux, rangement bijoux, etc. En cumulant tout ça, on a facilement les 30 000 de volume de recherche que je vous ai dit. Et si on arrive à chercher ces top positions, en moyenne, il faut se dire qu'il y aura 30% des gens qui font cette recherche qui vont cliquer sur votre site. Du coup, on se retrouverait sur ces 30 000 visiteurs avec environ 10 000 visiteurs organiques. Sur ces 10 000 visiteurs, il faut se dire que les e-commerçants de sites comme nous, on fait un taux de conversion de 1 à 2%, ce qui nous ferait sur ces 10 000 visiteurs une moyenne de 150 ventes sur le mois. Oups. Et du coup, sur ces 150 ventes, on connaît un peu le panier moyen sur ce genre de produit. On peut essayer de l'estimer, tout ça. Je dirais que ça tourne autour de 50 € par vente. Et en général, quand nous, on fait du dropshipping, on vend les produits à x2,5 à x3 grand minimum sur le prix d'achat de notre produit. Du coup, on se retrouve à peu près à un bénéfice de 3 000 € par mois après avoir payé les coûts produits. Bien sûr, ça ne va pas toujours être facile, évident, de garder nos top positions en SEO, mais en parallèle, on peut s'y retrouver aussi avec le Google Ads, justement avec le Google Shopping. Bien sûr, là aussi, il y aura plus de frais, plus de coûts avec les coûts publicitaires à déduire, mais avec le volume et la croissance qu'on va chercher grâce à ces pubs-là, on s'y retrouve à peu près dans ces chiffres-là aussi. Pour trouver des idées de niche, on peut passer par exemple sur différents marketplaces comme AliExpress, Amazon, Etsy et chercher justement des thématiques nichées où on va essayer de trouver des produits avec une belle valeur perçue encore une fois, mais en faire un site bien dédié, bien thématisé pour espérer se positionner dessus. Souvent, quand on voit Amazon, Etsy, AliExpress qui se positionnent dans les top 10 positions, c'est un très bon signal pour se dire que si on fait un site thématisé dans ce domaine-là, eh bien, on va pouvoir espérer à terme se positionner mieux que eux si on fait un bon travail en SEO global. Bien sûr, une fois que vous avez trouvé votre thématique, vos produits que vous aimeriez vendre, il va falloir l'analyser sur différents outils, comme moi je fais à chaque fois sur SEMrush, pour analyser que ce soit la concurrence, les mots-clés, est-ce qu'il y a assez de volume, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce que vous avez d'autres idées de mots-clés qui vont ressortir, qui sont dans la même niche, etc. Et vous pouvez même essayer d'analyser parfois sur SEMrush directement l'URL, par exemple, d'Amazon, d'AliExpress, et filtrer les différents mots-clés sur lesquels ils se positionnent, faire un filtre sur le keyword difficulty pour voir si ça vous fait ressortir des mots-clés sur lesquels les marketplaces, eux, sont positionnés et sur lesquels vous pouvez vous lancer et espérer les dépasser à terme. Ou sinon, il y a aussi, par exemple, l'analyse de concurrence qui peut être faite sur des sites de dropshipping qui tournent très bien. Là, un exemple, c'est Flashvent qui tourne très, très fort en Google Ads, Google Shopping. Ils vendent les produits pas très chers, mais c'est des vrais produits winners qui tournent très bien. Et vous allez pouvoir essayer de trouver, par exemple, un produit de chez eux, essayer de l'intégrer dans votre boutique à vous en faisant tout un univers, toute une niche autour du produit. Et donc, essayer d'avoir un beau visuel, un beau branding qui va donner envie à vos visiteurs plutôt d'acheter chez vous, même si c'est plus cher. Vous pouvez aussi passer par des marketplaces comme Flippa, Empire Flipper ou d'autres markets qui vendent des sites e-commerce, des sites d'éditeurs de sites. Et du coup, vous aurez parfois même l'URL, la thématique du site. Vous allez pouvoir analyser sur quoi ils se positionnent, combien ils génèrent surtout, voir s'il y a un vrai potentiel. Essayer potentiellement de recopier ce qu'ils font et de le faire à l'étranger, pourquoi pas s'il y a du potentiel ailleurs, ou essayer de faire mieux, mais surtout essayer de comprendre pourquoi eux, ils marchent et où ils cherchent leur rentabilité sur leur best-seller et tout ça. À titre d'exemple, là, le mois dernier, moi, j'ai essayé d'acheter 3 sites sur Flippa. C'était 3 sites, j'en ai eu pour un total de environ 20 000 $ par site que j'ai essayé d'enchérir. Malheureusement, je n'ai pas gagné ces enchères et bien tant pis. C'était sur la niche des Vikings, voilà, tout l'univers des Vikings, qui est une très bonne niche, qui est assez connue au final, même en France. Il y a beaucoup de sites. Et lui, ce qu'il a fait, c'est tout simplement de dupliquer ces différents sites sur 3 marchés différents, en Allemagne, au UK et aux US. Du coup, sur chacun de ces sites, il génère entre 1 500 € et 2 000 € de bénéfices
par mois, ce qui est plutôt cool. Moi, j'ai essayé d'acheter ce site, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai pu analyser qu'est-ce qui marchait chez lui. Et typiquement, j'ai eu un call avec la personne qui a vendu le site et qui en est content aussi de sa vente. Mais il m'a montré d'où venaient ses ventes. On comprend que en fait, c'est sur les bijoux où il tire un maximum de bénéfices sur sa boutique. On a aussi vu que c'était sur les boucliers de Viking qui vendait un high ticket qui lui permettait d'avoir de jolis chiffres. Et en plus, ces boucliers, justement, ils travaillaient avec des artisans sur Etsy qui personnalisaient du coup les produits pour l'envoyer à ses clients. Et surtout, au final, j'ai pu m'apercevoir que c'était grâce principalement au blogging qu'il attirait tout son trafic et qu'au final, il arrivait à convertir. Alors que bien souvent, moi, c'est un truc que je néglige, le blogging, j'aime pas trop ça, puisque le taux de conversion est quand même assez nul comparé à si vous vous positionnez sur des mots-clés transactionnels, comme par exemple bijoux viking, etc. Mais là, lui, il n'arrivait pas à se positionner dessus vu qu'il y a quand même pas mal de concurrents et au final, il en tire quand même un bon bénéfice. Une fois que vous avez trouvé votre idée de niche, vous allez pouvoir commencer la création de votre boutique. Et pour ça, il va falloir trouver un nom de domaine, un nom pour votre boutique. Vous pouvez faire, par exemple, des exact match domaine. C'est vraiment très puissant. Comme je vous ai montré au début avec Range Maquillage, c'était rangemaquillage.fr qui se positionnait en premier. Et c'est assez simple de se positionner, surtout sur les marchés justement où il n'y a pas beaucoup de concurrence. En général, pour savoir s'il n'y a pas trop de concurrence, moi, j'aime bien faire la balise All in Title, 2 points, suivi de mon mot-clé. Et en général, il y a en dessous de 10 000, il y a en dessous de 10 000 résultats qui ressortent bien souvent avec un EMD en 2-3 mois. On peut très vite se positionner si le travail est bien fait. Après, on peut aussi faire des semi-EMD. Du coup, par exemple, intégrer qu'une partie du mot-clé. Par exemple, on s'appellerait rangement essentiel.fr plutôt que de se cantonner que sur le maquillage. On va pouvoir vendre et élargir pour vendre d'autres produits de la thématique, des rangements, s'il y a des produits intéressants, bien sûr. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez faire directement un nom de marque, de branding. Ça peut aussi très bien marcher. Surtout, c'est assez puissant quand vous êtes prêt à faire de la pub sur les réseaux sociaux, en media buy, tout ça. Ça donne pas mal d'autorité, de visibilité. Et si derrière votre SEO aussi du site est bien géré sur les mots-clés que vous voulez cibler, bien sûr, ça ne vous empêchera pas du tout de ranker tout aussi bien. Par contre, ce qui va être important, c'est les extensions de domaine, puisque là, on parle d'aller sur les marchés à l'étranger et il faut essayer de s'adapter au maximum sur ce que vous voyez qui ressort sur la SERP. En général, par exemple, en France, on sait que les .com et les .fr, il n'y a pas de souci pour se positionner, c'est plutôt fort. Et si vous analysez, par exemple, le marché au UK, vous verrez que c'est surtout les extensions de domaine .co, .uk qui vont ressortir. Et du coup, moi, je vous recommande fortement de suivre ce genre de pratique aussi, d'avoir la bonne extension de domaine si vous ciblez le marché des UK et ainsi de suite pour les différents marchés. En général, par exemple, aux States, ça va être que du .com, pas besoin de prendre du .us, mais le reste, .de, .nl, IT, ES pour l'Allemagne, Pays-Bas, Italie et l'Espagne. Ensuite, vous pouvez sinon faire des sous-dossiers si vous avez par exemple un nom de domaine brandé en .com et qui a assez passe-partout sans être un exact match domaine, puisque sinon, si vous appelez range maquillage, eh bien, pour cibler par exemple l'Allemagne, ce ne sera pas du tout le même mot-clé. C'est assez bizarre en termes de branding. Mais ouais, faire des sous-dossiers, ça fonctionne aussi très bien pour se positionner et à l'étranger. Et les sous-domaines, je n'ai pas fait par contre. Ouais, je parlais des sous-dossiers, ça fonctionne bien. Et les sous-domaines, je ne saurais pas vous dire, je n'ai jamais testé encore. Après, dès que vous allez acheter vos noms de domaine, vous pourrez le connecter. Par exemple, moi, sur Shopify, je vais vous parler là de la fonctionnalité Shopify Market, qui est vraiment très puissante. Et en fait, pour l'utiliser, il va falloir avoir leur processeur de paiement qui est Shopify Payments. Vous allez devoir ajouter la langue que vous voulez cibler. Imaginons là, je suis sur le marché italien. J'ai une boutique déjà en Italie qui tourne bien et je veux aller en France. Du coup, je vais créer la langue française, la publier. Et une fois que la langue est publiée, je vais ajouter dans les settings le marché français. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur les nouveaux Shopify qu'on crée, on est limité qu'à 2-3 marchés à ajouter.
Mais si vous avez un ancien Shopify, vous pouvez en ajouter un illimité et donc vous pouvez en profiter pour aller sur tous les marchés différents. Là, j'ai ajouté le marché français et par défaut, il me remet la langue en italien, le nom de domaine en .it puisque c'est le domaine principal de cette boutique. Du coup, il va falloir bien modifier tout ça, c'est hyper important. Dans du coup, le domaine, vous allez mettre la langue française qu'on vient d'ajouter, sauf que là, on ne peut pas parce que on est sur le nom de domaine italien. Du coup, on va modifier le nom de domaine pour faire soit un sous-dossier ou soit rajouter un nouveau nom de domaine, par exemple, en .fr. Une fois que c'est ajouté, vous allez pouvoir supprimer la langue italienne et laisser que la langue française. Comme ça, quand la personne va venir dessus sur votre site depuis la France, il va être redirigé vers le site en français avec les traductions françaises si vous les avez faites. Et si c'est un italien, il aura la version italienne sans le sous-dossier ici. Et donc, ça fonctionnera très bien pour lui aussi. Une fois que vous avez setup tout ça, tous les noms de domaine, vous allez pouvoir commencer à intégrer les produits, les collections sur votre boutique. Et donc, là, il va falloir vraiment faire attention à bien choisir les bons mots-clés que vous ciblez forcément. Moi, pour intégrer les produits, je les intègre avec DSers. C'est une application qui permet en un clic importer les produits de AliExpress vers Shopify. Et je vais faire une analyse approfondie sur les mots-clés des titres produits que je veux mettre, tous les longues traînes à ajouter pour chacun des produits, qui soient un minimum recherchés si possible. Et bien sûr, on va respecter toutes les optimisations on-site de création de contenu. Ça, c'est du classique. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est du bon sens. Rajouter le titre en H1, ça allait par défaut sur Shopify. Créer la description bien travaillée. Moi, j'aime bien mettre un H2 avec suivi d'une description de un ou deux paragraphes, des mots-clés en gras, une sémantique bien variée basée sur le titre du produit, rajouter des bullet points avec les différents détails. Et voilà, après meta title, meta description, c'est toujours la même chose, maillage interne, voilà. Quand vous aurez ajouté vos produits sur Shopify, ensuite, vous aurez aussi la possibilité d'aller sur l'application Translate et Adapt qui est automatiquement installée sur Shopify quand vous ajoutez un nouveau marché. Et d'ici, vous allez pouvoir donc faire la traduction que vous voulez pour la langue ciblée. Par exemple, là, on avait ajouté pour la boutique italienne la langue française. Ici, je peux venir modifier le titre du produit, tout le contenu, le tableau de taille, l'URL, tout ça. Et ça peut se faire sur toutes les différentes pages de Shopify avec les collections, les produits, les blogs, tout ça. Et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, même là en haut à droite, il y a un bouton pour faire une traduction automatique. En un clic, vous allez pouvoir traduire tout votre site. Shopify va tout traduire. Bien sûr, après, ça reste de la traduction basée par exemple sur certainement l'API de Google Ads. Du coup, ça ne sera pas parfait. Il faudra revenir dessus en travaillant correctement les mots-clés. Et justement, cette traduction, parfois, les gens vont pouvoir essayer de traduire dans tous les différents marchés qu'ils peuvent, puisqu'ils ont un Shopify Market qui leur permet avec tous les marchés. Et ça peut très bien fonctionner, sans même revenir dessus, sur les petits marchés, comme par exemple en République tchèque, en Hongrie, etc., où il n'y a vraiment pas trop de concurrence, peu de sites nichés, thématisés. Et bien vous pourrez ressortir très facilement sans faire aucun effort. Mais moi, ce que je recommande, bien sûr, par exemple, c'est de retravailler correctement tous les titres. Ici, si on reprend rangement maquillage, la traduction, c'est Makeup Storage pour le produit sur les rangements maquillage. Malheureusement, on voit qu'il n'y a que 2000 de volume de recherche sur ce mot-clé en anglais, ce qui est assez étonnant, connaissant la niche. Même en France, on est à plus de 10 000. Du coup, c'est certainement que le mot-clé n'est pas bon avec la traduction de base et qu'il va falloir essayer de le retravailler pour chercher à cibler le bon mot-clé. Et pour faire ça, vous avez juste à regarder les concurrents. Typiquement, là, on voit dans les URL que tous les concurrents, au lieu d'utiliser le mot-clé Makeup Storage, ça sera Makeup Organizer. Du coup, on va le mettre sur SEMrush et on voit que le volume est déjà un peu plus élevé. C'est plutôt cool, mais c'est encore pas fou non plus. Et du coup, si on analyse en fait directement l'URL de nos concurrents qui se positionnent sur le mot-clé, comme ici Amazon avec son URL exact, on voit donc tous les mots-clés sur lesquels ils se positionnent et probablement le mot-clé le plus pertinent. Ici, on voit encore Makeup Organizer qui a 30 000 de volume de recherche, mais en fait, du coup, fallait l'utiliser sans mettre d'espace pour Makeup.
On voit aussi d'autres mots-clés comme Cosmetic Organizer, tout ça, avec un volume à quasiment 10 000 par mois. Et donc, bien sûr, c'est des mots-clés qu'il va falloir réutiliser pour faire varier toute la sémantique, que ce soit pour d'autres collections si c'est une intention de recherche différente, soit pour des produits que vous voulez ajouter, soit pour les H2 de description de collection, etc., ou les mots-clés à mettre en gras, bien sûr. De la même manière, en allemand, là, on a une traduction faite. Je la mets sur SEMrush. Ça sort un volume assez pourri. Il n'y a même rien qui ressort en termes de résultats de recherche. Et SEMrush me propose des alternatives de mots-clés. Je les mets et je peux voir les concurrents qui se positionnent dessus. J'analyse l'URL des top concurrents. Et là, encore une fois, c'est Amazon. Et là, il nous ressort des mots-clés pour le marché allemand. Et sur le marché allemand, au final, on voit que ça reste quand même Makeup Organizer qui est le plus recherché. Et du coup, il vaut mieux l'utiliser aussi sur le marché allemand si vous voulez vous lancer là-bas avec ce genre de produit. Voilà, ça c'est important de bien travailler, que ce soit pour les titres de collection ou les titres produits. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, vous allez pouvoir générer votre contenu basé sur ces différents titres. Moi, pour tout ce qui est description de collection, j'aime bien TextBulker ou le Scribouillard qui permettent de le faire dans les différents marchés des différentes langues. C'est pas dégueulasse. Bien sûr, on retravaille derrière, comme je vous ai dit, la sémantique. Et pour tout ce qui est description de produits, j'utilise tout simplement ChatGPT, ChatGPT 4. Je fais un prompt basé aussi sur le titre produit et derrière, on vient modifier un petit peu la description, la remettre en forme, l'aérer un peu avec les bullet points, tout ça et en évitant de forcément spammer que le titre du produit. Si ChatGPT le reprend trop, on fait varier encore une fois la sémantique là aussi. Une fois que votre site est fait, bien sûr, il va falloir commencer à chercher à attirer du trafic. Et pour ça, on a par exemple Google Images, comme je vous ai dit, qui est hyper important. J'utilise une application qui s'appelle Crushpix pour compresser rapidement toutes les images parce que ça prend du temps et ça va aussi renommer les alt textes, le nom du fichier en se basant sur le titre du produit. Du coup, c'est très efficace et ça fonctionne plutôt bien pour se positionner dessus. Grâce aux images, vous allez aussi pouvoir vous positionner en free listing. Du coup, c'est ce genre d'encart qu'on voit afficher là sur la SERP. C'est tout simplement grâce au Merchant Center, vous allez push votre flux produit et comme ça va fonctionner. Ça va vous positionner comme on peut voir à droite ici. J'ai mis 4 screens de 4 sites et ça génère environ 50 clics par jour, tout simplement grâce aux images gratuitement. Vous allez aussi pouvoir chercher à essayer de gratter du trafic sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou autres. Moi, par exemple, je fais sur Pinterest, j'automatise les pins, la création de pins avec Pin Auto et ça va faire des pins pour chacun de mes produits. Et ça fait des impressions, parfois des clics et parfois même des ventes, étonnamment. Derrière, moi, je vais vous recommander bien sûr de faire de la pub payante. Forcément, le trafic, ça joue un rôle essentiel pour se positionner. Et moi, quand vous créez une nouvelle boutique, Pinterest vous offre 100 €. Pourquoi pas les tester aussi en pub. Et il y a aussi les avoirs de Google Ads qui offrent 400 € si vous dépensez 400 € en 2 mois. Ça peut être très puissant pour quelqu'un qui se lance. Voilà, du coup, là, on vient sur Google Ads. Vraiment, c'est Google Shopping que moi, je privilégie. C'est vraiment très, très puissant pour les e-commerçants, tout simplement parce qu'il y a pas grand-chose à faire. Si vous avez bien fait votre SEO, vous avez juste à activer votre flux produit, l'envoyer, se faire valider et ensuite, vous pourrez être positionné automatiquement sur les bonnes requêtes vu que vous avez bien fait votre travail avant. Et comme c'est les images suivies des prix qui sont affichés, en général, les clics qui sont générés, l'utilisateur, le visiteur, il est déjà très, très, très chaud pour acheter et donc le taux de conversion est élevé. En plus, une fois que c'est bien mis en place, Google Ads, c'est stable, durable sur le long terme, ça tourne très bien et donc il n'y a pas trop besoin de revenir monitorer et c'est ça que j'aime bien dessus. Vous pouvez essayer de profiter de l'offre, ça va jusqu'à 2 400 € offerts si vous êtes prêt à dépenser 1 200 € en 2 mois. Après, il faut essayer de bien setup tout ça pour être rentable dessus. Là, ça va être un peu technique. Je vais juste vous parler du coup du multimarché, comment ça fonctionne quand on veut faire du Google Ads en multimarché. Moi, j'utilise l'application Shopify Multifeed et en fait, on va venir créer un feed par market. Pour ça, il faudra juste connecter votre Merchant Center.
mettre un nom de feed et vous allez directement sélectionner la bonne langue que vous voulez cibler. Là, on a par exemple ciblé les Pays-Bas. Du coup, on met la langue néerlandaise, on met bien la currency, la bonne devise. Il faut savoir que grâce à Shopify Market, vous allez avoir le multi-devise qui est très bien géré. Par exemple, si vous ciblez les UK, les visiteurs au UK seront bien en livres sterling et ça sera bien affiché. Ce ne sera pas qu'un changement d'affichage, il va bien payer dans cette monnaie-là. Donc, pensez à bien cibler la bonne devise aussi, le pays à nouveau. Et ce qui est important ici, ça va être le lien à rajouter. Et attendez, qu'est-ce qui s'est éteint? Ouais. Ajouter ici le lien du pays, enfin du coup avec la traduction que vous avez fait de votre site. Là, quand on clique sur clique voir plus, vous voyez que j'ai différents noms de domaine que j'ai déjà connectés avec le Shopify Market. Je m'assure bien ici de choper le nom de domaine .nl qui est du coup ma version néerlandaise que j'ai traduit de mon site. Une fois que c'est fait, on remet pareil les pays ici, on fait next, next, next et on a notre feed qui est prêt à être envoyé au Merchant Center. Une fois que c'est validé, vous pouvez commencer à faire vos Google Shopping en ciblant le pays en question. Si vous ne savez pas faire de campagne, j'ai fait des vidéos sur YouTube qui montrent comment faire tout ça. C'est pas très compliqué à mettre en place. Et voilà, au niveau du Google Ads. Bien sûr, une fois que vous avez attiré du trafic, c'est bien beau d'avoir des visiteurs, que ce soit en organique ou en payant, mais il va falloir apprendre à bien vendre, à bien convertir. Et pour ça, il va falloir faire du marketing, que ce soit en email, en SMS ou en termes d'offres bundle. Là, par exemple, bien sûr, ce qui se fait, c'est souvent des pop-up de capture d'email, tout ça. Et bien sûr, c'est très puissant. C'est pour ça qu'il faut le faire aussi. Là, on a du coup, moi, ce que je recommande, les mails de bienvenue avec les promotions qui sont très puissantes et tout ce qui est abandon de panier et email flow de post-achat. Une fois que le client a acheté chez vous, vous pouvez le faire racheter une nouvelle fois chez vous avec une promotion pour le remercier de son premier achat. Aussi, les offres vont beaucoup jouer sur la réussite de votre business, surtout si vous faites du media buy, vous payez de la pub, du coup, il faut essayer de le rentabiliser un maximum et va falloir donc essayer de gonfler le panier moyen. Moi, souvent, ce que je fais, j'aime bien, par exemple, l'offre 2 produits achetés, troisième offert. Ça force le client à acheter au moins 2 produits et comme ça, il en a un en plus. Vous pouvez vous le permettre si vous avez de belles marges, bien sûr. Il faut faire attention à ça. Et sinon, il y a d'autres offres classiques, les promotions, Black Friday, tout ça. Pour mettre en place l'email marketing en multi-marché, et moi j'utilise Klaviyo. Et en fait, quand vous faites un flow d'email, là par exemple c'était le mail de bienvenue qui cible l'Allemagne. En fait, on va faire un flow d'email par pays. Et là, j'ai mis un filtre qui permet de cibler que ceux qui ont dans leur profil renseigné, qui sont d'Allemagne. Et du coup, ils reçoivent ici l'email en allemand. Autrement, là, dans le deuxième flow, j'ai mis que ceux qui ne sont pas en Allemagne, ils recevront dans tous les cas l'email en anglais. Et voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez, ça, c'est le mail de bienvenue. C'est assez puissant. Il y a un bon taux d'ouverture, là, 85% d'ouverture sur un email de bienvenue. 10% qui vont recliquer sur le lien pour venir passer commande sur le site, etc. Ça passe plutôt bien. De la même manière, les SMS, c'est très puissant. Le taux d'ouverture est énorme. Il est quasiment à 100%. Du coup, autant en profiter si vous arrivez à choper le numéro de téléphone de vos clients. Par exemple, moi, je le fais pour les paniers abandonnés. Et bien sûr, je relance à chaque fois une première fois. Derrière, je vais faire une relance avec 10% de réduction, etc. Et pourquoi pas une troisième fois s'il n'a toujours pas acheté avec une offre irrésistible. Et là, j'utilise donc SMS Bump, c'est l'application Yotpo Email sur Shopify. Et je vous conseille, quand vous installez l'application, de prendre le template déjà fait du panier abandonné international. Et ça vous fait une arborescence comme ça, filtrée par pays. Ici, on a par exemple tous les pays qui ciblent les pays anglophones. Ensuite, on a tous les pays francophones et ici tous les pays germaniques. Et voilà, vous avez juste derrière à bien travailler votre flow de SMS. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tous les signaux au top aux yeux de Google. Vous avez déjà des ventes et tout ça et aussi des bonnes positions. Mais il ne faut pas hésiter non plus à lancer des backlinks. Voilà, là, c'est un événement par Links Garden.
Et ils ont leur plateforme Links Club où vous allez pouvoir gratter des liens en France. Aussi, ils ont des spots au UK et qui fonctionnent plutôt pas mal. Du coup, je peux vous recommander d'aller dessus. Vous avez même 50 € offerts là, ici, avec le code Escape. Et si jamais vous voulez faire d'autres pays, par exemple, que ce soit Pays-Bas, Allemagne, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, les plateformes ne sont pas aussi développées en France qu'à l'international. Du coup, moi, ce que je peux vous recommander, ça va être WordPress, mais faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup de revendeurs de liens dedans. Ou sinon, vous pouvez essayer de faire de l'outreach, directement contacter les partenaires qui vous intéressent sur votre thématique et essayer de négocier avec eux un petit partenariat. Là, c'était un exemple là, de 2 boutiques que je sais même pas moi qui les ai construites. Et en fait, je les ai achetées pour 400-500 €. C'était des gens qui avaient fait un très bon site SEO à l'époque, en 2021-2020. Moi, j'ai juste eu à le récupérer, mettre du trafic, mettre du lien, et ça a très vite pris. Et au final, j'y reviens même pas dessus, mais ça tourne en automatique. Là, à générer environ en moyenne 10 000 € par mois pour cette boutique. Celle-ci, ça fait par vague puisque c'est surtout pour le Q4, pour Noël, et ça fonctionne aussi bien. Mais vous voyez que du coup, voilà, les liens, là, j'ai pas mis les courbes SEMrush, mais les liens ont vraiment joué un impact dessus. Et bien souvent, c'est trop négligé pour les dropshippers parce que ceux qui se lancent en dropshipping, souvent en SEO, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire de pub, parce qu'ils n'ont pas énormément de budget. Et du coup, ils ne veulent pas non plus investir de liens dans les liens. Du coup, c'est un peu bête parce que c'est parfois ce qui va vous débloquer et vous permettre de chercher de meilleures positions. Voilà. Ensuite, une fois que tout roule chez vous, c'est bien, vous avez vos premières ventes, il va falloir commencer à essayer de déléguer des tâches. Par exemple, moi, la première chose que j'ai déléguée, forcément, c'est le SAV. C'est la partie qui va vous casser le plus la tête, chiant à gérer. Et du coup, en plus, c'est la partie la plus simple à déléguer. Du coup, franchement, vous essayez de le déléguer dès que vous pouvez. Ensuite, moi, c'était tout ce qui est rédaction, import produit, je l'ai délégué aussi parce que j'ai assez de travail à envoyer pour mes prestataires. Et, et là, tout ce qui est media buy, par contre, je le fais pas. Je le fais pas. Je les délègue pas. C'est moi qui gère ça parce que je préfère le faire moi-même et avoir encore la main dessus. Par contre, pour l'emailing, là, je commence un peu à déléguer ça à l'agence de mon pote et c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est c'est quelque chose que je préfère mettre en place avec les flows une seule fois au début. Et je fais pas non plus énormément de campagnes parce que j'ai trop de sites à gérer. Ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes sur Shopify, maintenant avec le plan basique, vous ne pouvez plus ajouter malheureusement d'employés. Et donc, ça va être compliqué de travailler avec vos prestataires, sauf si vous payez le plan à 80 € et ça devient vite très cher. Du coup, ce que je vous conseille, il y a une petite astuce, c'est de créer un compte Shopify Partner pour votre prestataire et qui rejoigne votre boutique en tant que collaborateur. Vous aurez juste à lui envoyer le code collaborateur et lui, il aura juste à créer un compte Shopify Partner. C'est sur notre plateforme, du coup. C'est pas le Shopify classique. En général, c'est pour les développeurs qui veulent faire leurs tests, créer des boutiques pour des clients, tout ça. Et dessus, ils auront à faire une demande d'accès, mettre l'URL My Shopify de votre boutique, mettre votre code collaborateur et ils vont pouvoir avoir un accès, tout comme un accès employé. Vous choisissez les différents droits que vous leur mettez. Voilà, c'était tout pour cette conférence. Merci pour votre écoute. Si jamais, là, je suis allé un peu vite, pas forcément trop dans les détails non plus, c'est tout ce que je partage en fait dans Ecom Escape, ma formation, que j'ai récemment mis à jour d'ailleurs, avec tout un nouveau module Google Ads, Google Shopping, où je recrée une boutique de zéro en Google Shopping uniquement aussi, pour montrer comment setup tout ce qui est les campagnes, le tracking, les consentements, les pop-up de consentement, tout ça comme il faut. Et j'offre ici, là, pour ce week-end, 300 € de réduction sur la formation avec Links Garden, le code Links Garden. Et voilà, c'est tout pour la conférence. Et merci aussi à tous ces partenaires que vous voyez affichés à l'écran. Bravo, dis donc, très Merci. actionnable. Vous allez retrouver aussi toutes les slides, hein. Il y a bien un replay
Vous aurez les slides parce que comme tu avais mis beaucoup de captures d'écran, je pense que ça peut être intéressant, tu sais, pour Ah oui, ceux oui, qui il faut que je passe les liens. ouais, pour suivre les étapes. Franchement, top et hyper actionnable, ça fait plaisir. On a eu un mini débat dans les commentaires, du coup, j'ai envie de te lancer là-dessus direct. Ouais. Tu sais, tu as beaucoup parlé d'exact match, domain, ou bien justement de faire une stratégie de branding et donc là, pour le coup, de créer une marque et de te positionner au niveau de ton URL sur ta marque. Ouais. Peut-être que tu peux apporter soit ton expérience perso ou tu vois, tu dis que les deux sont valables. Ouais. Est-ce que, tu vois, là, par exemple, Jeff disait aussi, il a mis plusieurs commentaires, mais il disait aussi, est-ce que sinon on ne fait pas un exact match domain sur la partie SEO et puis sur les réseaux sociaux, on communique, mais sur une marque, tu vois, c'est quoi un peu ton avis? Pour moi, c'est assez bizarre quand même parce que si on communique sous les réseaux sociaux sous le nom d'un branding et qu'on arrive sur un nom d'une boutique différent, avec un nom différent, ça peut être un frein à l'achat. Du coup, il vaut mieux directement choisir un nom de domaine cohérent. Mais sinon, en réalité, moi, sur mes boutiques, je fais des EMD pour des niches qui vont être assez petites. Voilà, comme Range Maquillage, pour moi, c'était un exemple, ou Boîte à bijoux, c'est des niches assez petites. Tout ce qui va toucher à l'univers, j'aime bien rester sur un nom de marque, mixer entre marque et, et EMD, mais pas forcément la plus grosse requête. Par exemple, ça va être, si je vais sur la niche gothique, j'aime bien chercher des noms comme boutiquegothique.fr. Boutique gothique, c'est recherché et ça fait assez professionnel de se positionner là-dessus et ça passe plutôt très bien. J'ai aussi quelques marques qui n'ont rien à voir. Par exemple, si on a, comment ça s'appelle, une niche dans la thématique encore gothique et un nom, par exemple, qui va juste faire référence à l'univers gothique, par exemple, je ne connais pas, mais tout ce qui ressort, par exemple, on va parler de Halloween, par exemple, un nom autour de Halloween. Pour moi, ça marche, mais c'est pas ce que je privilégie pour l'instant. Si je vois du potentiel SEO, j'aime bien aussi vraiment, comme j'ai commencé à SEO, c'est ça en fait. Je reste un peu matrixé et je reste focus sur ça aussi. Ok, donc du coup, la partie plus c'est niché, plus tu vas sur de l'exact match, en tout cas, à retenir. Ouais, pour moi, ouais. Ok, très Après, intéressant. faut faire attention parce que si on est trop niché, eh bien, parfois, ça nous empêche de nous élargir. Ouais, Par exemple, si je m'appelle robgothique.fr, ça va être bizarre de vendre des bottes, des lunettes et tout ça ensuite. ouais, ok. Très intéressant. J'ai une question aussi un peu plus logistique, on va dire. C'est Renaud qui nous pose cette question et qui se demande, voilà, si on trouve un fabricant qui ne fait pas à la base du dropshipping, mais qui n'est pas concrètement, comment tu le mets en place, toi, avec tes fabricants? Ben là, c'est à lui de trouver un moyen. On ne peut pas savoir puisque tous les artisans faudra négocier avec eux en fait. Ou sinon, il faudra faire votre propre stock. Et là, ça demande quand même un investissement. Ou sinon, on peut essayer de négocier pour avoir un MOQ, une quantité minimum d'achat assez faible avec lui, peut-être pour commencer et se professionnaliser ensuite. Mais honnêtement, moi, je travaille pas trop avec des artisans. J'en ai vu qui font ça. Mais ça dépendra toujours de la personne, en fait. On ne peut pas savoir. Ok. Toi, tu fais jamais avec du stock, en fait. Tu fais directement depuis le fournisseur. Je stocke, en fait, là maintenant, moi je source sur AliExpress, mais j'ai un agent qui a un entrepôt qui va venir rajouter parfois des packaging avec le logo de ma marque, des cartes cadeaux avec un code promo. Voilà, faire un truc un peu plus professionnel, mais je stocke pas en France en tout cas. Je fais Mhm. les retours en France, parfois, dans un entrepôt d'un ami qui s'occupe de faire les retours, mais je n'envoie pas depuis la France. Ok. Et c'est principalement des fournisseurs qui ont l'habitude, du coup, de travailler avec, en Ouais, dropshipping. oui, oui, c'est ça, ils travaillent qu'avec justement des dropshippers, en fait. Ok. Sur la partie retour client, tu as parlé notamment justement de niche sur la partie étranger. Comment tu gères quand il y a des retours clients à l'étranger? Là, pour l'instant, moi, je fais toujours retourner en France. Du coup, forcément, les clients là sont pas hyper contents parce que parfois, ça peut être cher.
Mais voilà, moi, je fonctionne que comme ça pour l'instant. Après, du coup, là, j'ai encore quand même 30% de mon CA qui vient de France, 30% à l'étranger, enfin 30% aux States et 30% en Europe. C'est vraiment aux States où ça te pose problème, forcément, c'est le plus cher pour les retours. Et en fait, dès que je vois que la personne veut vraiment faire un effort pour faire le retour, parfois je fais juste un remboursement et garde le produit en fait. Tant que la Mmh. personne fait l'effort, moi ça me va, puisque dans tous les cas, en réalité, les retours, je m'en resserre même pas. Oui, OK, tu peux pas réutiliser, derrière la Bah, marchandise. je peux, hein, mais c'est juste que moi, j'aime pas trop faire cette gestion logistique. Je préfère directement renvoyer le produit du fournisseur, comme ça je me casse pas la tête. Ouais, OK. Sur la partie étranger, on a Elisabeth qui nous a posé une question. Alors, tu as déjà bien détaillé comment choisir sa niche. Ouais. Hem, sur la partie étranger, est-ce que pour toi, ça a déjà été une barrière justement le fait de pas avoir forcément une connaissance parfaite, par exemple de l'anglais ou des mots-clés ou des tu vois, des us et coutumes, Ouais. du pays sur lequel tu te cibles, enfin le pays que tu cibles? Bah, justement, par exemple, enfin l'anglais non ça va, mais par exemple, tout ce qui est allemand, va falloir vraiment faire, moi je connais pas la langue du tout, mais j'arrive très bien à me lancer avec, le contenu IA, mais surtout une analyse très approfondie, de SEMrush comme je vous l'ai montré avec, les exemples en fait. Tu analyses sur SEMrush tous les concurrents, tu vois les mots-clés qui ressortent et c'est sur ces mots-clés, que tu vas chercher à comprendre comment, sont utilisés ces mots, les mettre dans les titres, au bon endroit et cetera. Même si je comprends rien, c'est juste de la manipulation de mots-clés que j'essaie de placer au bon endroit et ça fonctionne. Mmh. Et après, j'imagine que parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose, je pense à Amandine Blard qui a travaillé, longtemps chez Saveur Bière qui est devenue Perfect Draft et justement souvent on discutait parce que la bière, par exemple, typiquement, que tu sois en Angleterre, en Belgique, en France, c'est pas du tout déjà les mêmes lois sur, la promotion de l'alcool, ni le même rapport à la bière. J'imagine qu'en dropshipping, tu as peut-être un peu moins, ce genre de réglementation? Bah, après, il y a toujours des niches border, forcément, faut s'y connaître. C'est comme tout à l'heure, quand on parlait, pour Romain, il y avait pour, les niches, de l'État et tout, faut vraiment juste connaître, en fait. Mais, c'est vrai que ça peut arriver. Là, moi, j'avais des gens qui ont lancé, des produits bébés aux States et ils ont Mmh. très rapidement eu un email, mais c'est pas un mail scam ou un mail d'un concurrent ou quoi, avec la loi qui montrait que ce produit est interdit si ça vient de Chine. Et ça, j'avais jamais vu ça avant. Et du coup, bah, il a dû très vite fermer sa boutique. Mais bon, moi, je connais pas toutes les lois non plus. Hein, je Oui. me lance forcément des fois. Même parfois, il faut faire attention parce qu'à AliExpress, il y a pas mal de produits de contrefaçon et on le sait pas en fait. On peut très bien rajouter, par exemple, une lampe et c'est en fait une lampe avec un design particulier et qui est déposée et qui a été recopié sur AliExpress. Et parfois, ça m'est arrivé, moi, de recevoir des plaintes, des trucs comme ça. Et bien souvent, on prend juste soit un DMCA et le produit se fait bloquer, etc. Et voilà, c'est le jeu, quoi. OK. J'ai encore une petite question, technique. Au niveau plateforme de paiement, toi, tu recommandes plutôt quoi? Stripe ou Shopify Payment? Bah, pour moi, ça va être Shopify Payment parce que c'est ce qui va te permettre d'aller sur le multimarché, d'avoir la bonne devise qui fonctionne. Shopify Payment, ça va aussi te permettre d'avoir accès à, euh, à une application qui s'appelle Shop. C'est en fait une marketplace de Shopify où ils vont lister tous les commerçants de Shopify et ça fonctionne très très fort, notamment aux States. Étonnamment, ben, en Europe, c'est pas du tout connu, personne ne connaît ça, mais c'est comme si on était par exemple sur ASOS et qu'on avait notre marque dessus. Et du coup, c'est plutôt cool d'en profiter et ça marche que si tu as Shopify Payment, tout ça. OK, très clair. On a Alexis qui aimerait bien, te recontacter. Twitter plutôt ou d'autres plateformes, d'autres Bah, moi, j'ai ma communauté Discord. Du coup, c'est gratuit, hein, vous pouvez rejoindre, poser vos questions. Les gens pourront vous aider aussi, d'autres personnes que moi. Euh, il y a pas mal de potes à moi qui chiffrent très bien et qui sont souvent dessus. Du coup, OK, c'est Discord Ecom Escape. Je pense qu'il y est sur mon site, du coup. Ecom Escape. Ou sur le lien en bio Twitter, il y a le Linktree avec les différents liens. Parfait.
Très bien. Eh bien, écoute, il nous reste 3 petites minutes. Je vais regarder si on a une dernière question. Moi, je m'en étais noté aussi pour toi des petites questions. Ouais, moi, je me demandais si tu faisais principalement, toi, à titre perso, mais on revient, ça rejoint un peu la première question, mais toi, tu fais plutôt des brands quand tu vois, tu as une trentaine de boutiques. C'est Ouais. principalement des brands ou? Ouais, enfin après au final peut très vite devenir une marque. Comme je l'ai dit, moi je commence à faire du branding avec le packaging, les logos et tout. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, Et même l'objectif, c'était de commencer à diversifier les canaux d'acquisition parce que Facebook Ads, c'était quand même très très puissant. Et j'ai essayé là récemment de commencer à me lancer dessus directement depuis mes boutiques SEO, de trouver des produits qui ont du potentiel en ads et de lancer dessus. Du coup, j'essaie de professionnaliser un peu tout ça. hyper intéressant. Et du coup, je rappelle, pour ceux qui ont envie de se lancer suite à la conf là que tu viens de faire, que du coup, il y a ta formation. On ne se lance pas dans le dropshipping, en sortant de nulle part. Et donc aujourd'hui, tu fais une offre, à 300 € de réduction sur la formation. Donc si, bah, vous souhaitez vous lancer, c'est le moment de la prendre. Là, il y a plein d'offres en ce moment. Je vois qu'ils ont remis le lien dans le chat Ecom Escape. C'est une belle offre que tu nous fais pour Black Friday. Ouais, ouais, c'est ça. Pensez bien à utiliser du coup le code, c'est Linksgarden pour avoir ces 300 €. Et voilà. Eh ben, écoute, on a répondu à la majorité des questions. Merci beaucoup pour ta conf qui était très intéressante et surtout, moi, ce que j'apprécie dans ce genre de conf, c'est vraiment, tu vois, les captures d'écran que tu mets dans les slides Ouais, où tu te dis derrière, ben, ok, je reprends la slide, je m'y mets et ça te pousse. Tu vois, le truc où tu te dis, ben, je veux le faire depuis un moment, ben là, ça te pousse à passer à l'action et c'était hyper facile à suivre. ouais, c'est ça, faut que je partage du coup les slides aussi, j'avais J'entends pas oublié. là. Ouais. Ah, pardon, ouais, du coup, faut Je que je disais, partage les il y aura slides. bien le replay, je le répète, parce que c'est comme ça, justement, pour avoir tes slides. Donc, il y aura Ouais, bien le replay de cette conférence. Encore bravo. ouais, merci Et beaucoup. merci d'être venu, Ping, ça fait trop plaisir. Ouais, merci à vous de l'invitation en tout cas. Et on te dit à Plaisir bientôt aussi. alors. À bientôt.